Or, en fait, vous êtes un cinéaste engagé. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Ça. Enfin, vous êtes un cinéaste militant. Prenons un film comme La fête commence, qui emprunte la forme du spectacle, véhicule tout de même quelque chose. Les mots, maintenant, je me méfie beaucoup des mots. Un militant, c'est comme... militant, si on le prend à son sens étymologique propre, je ne suis pas un cinéaste militant. Je veux dire, militant, ça demande un certain nombre d'abnégations, de choses. Je ne les fais pas. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Elle était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui, émission spéciale, pour une personne spéciale, car nous allons rendre hommage à Bertrand Tavernier, tout le long de cette vidéo et de ce podcast, et j'ai décidé d'être accompagné aujourd'hui d'une amie, Wiza. Salut. Bonjour. Hello Nero. Ça fait très longtemps qu'on nous avons pas fait un podcast ensemble, parce que dans le passé nous avons collaboré ensemble à moult émissions, mais aujourd'hui nous avons une passion, qui est cet homme Bertrand Tavernier qui nous a quittés il y a quelques temps, mais malheureusement la vie rattrape son cours, et du coup nous allons faire une émission spéciale sur ce grand homme, et nous allons commencer par qui était Bertrand Tavernier. Eh bien, Bertrand Tavernier était un réalisateur français qui est mort il y a quelques jours, né le 25 avril 1941 à Lyon. Grand réalisateur justement qui a connu une très bonne carrière, justement qui a commencé dans les années 70, il a commencé avant comme attaché de presse, il a fait quelques passages sur les plateaux du côté de Melville, où son caractère, je pense, a dû le forger, je pense, à ses métiers de manière très très dure. Et d'ailleurs, il en a parlé dans une interview il y a quelques années sur ses mauvais souvenirs avec Melville, et Bertrand Tavernier était réputé pour être un réalisateur tout à fait sympathique avec son équipe, notamment par le traumatisme de ce Melville qui hurlait en permanence sur ses acteurs, sur ses techniciens, sur les plateaux de tournage. Du coup, il a fait son premier long métrage en 1974 avec L'Horloger de Saint-Paul. Avec Philippe Noiret, très très beau film, et c'est le début d'une longue collaboration entre Tavernier et Noiret qui, on peut le dire, avant Toretton, a été son acteur fétiche pendant des années. Je suis devenu attaché de presse, j'ai fait plein de choses. Votre formation était... Aucune formation. Rien, enfin j'ai envie de faire du cinéma ? Oui, une formation de spectateur, de cinéphile, et puis vaguement, enfin jusqu'au bout des études. Et ensuite, j'ai fait plein de choses. Et du coup, il a quand même commencé en 74 pour une carrière quand même très 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 longue, qui a perduré jusqu'en 2013 en ce qui concerne le long métrage. Et après, il est parti depuis 2016 sur sa série de documentaires sur son histoire du cinéma français, qu'il a d'abord fait en long documentaire de presque 3h30, passant de moult périodes du cinéma français, du réalisme poétique à la nouvelle vague jusqu'à aujourd'hui une certaine vision de cinéma, et qu'il a développé par la suite en série documentaire, qui est tout aussi intéressante et permet de profiter pleinement de cette magnifique histoire de cinéma français. Du coup, question Wiza, Bertrand Tavernier, qu'est-ce qui a fait qu'il a tenu aussi longtemps dans le cinéma français ? Eh bien, Bertrand Tavernier, c'est un cinéma qui... c'est un cinéaste donc, qui est né en 1941, et il fait partie de cette génération de grands metteurs en scène français qui arrivent juste après la Nouvelle Vague. Donc il ne fait pas partie des membres et de ce mouvement de la Nouvelle Vague, il arrive après. Et la question de tous ces metteurs en scène à l'époque, c'était comment exister après ce courant qui a révolutionné le cinéma français. Et ce qu'on peut dire de Bertrand Tavernier, c'est qu'il a fait partie de ces cinéastes qui ont réalisé des films d'à peu près tous les genres, et qui ont fait partie d'une sorte de cinéma qu'on pourrait appeler du milieu, c'est-à-dire un cinéma entre la nouvelle vague et le cinéma classique, qu'on appelle vulgairement le cinéma de papa. J'ai pas l'impression d'appartenir à une école, j'ai pas l'impression d'avoir fait du cinéma pour aller contre une autre école. Je n'ai pas l'impression de faire partie d'une étiquette. J'aime pas beaucoup les étiquettes. Bon, j'ai été très impressionné par certains films de Godard, de Chabrol, de Franju, Resnais, Rosier, Adieu Philippines, enfin des films comme ça. J'ai pas l'impression... En tout cas, j'ai pas fait du cinéma par réaction. C'était peut-être vrai
de l'école de Truffaut, de Chabrol, qui faisaient du cinéma en réaction contre le cinéma de Delannoy ou de Duvivier. Ce qu'ils appelaient à l'époque le cinéma de papa, mais... Oui, c'est peut-être vrai qu'ils le faisaient en réaction. J'ai pas l'impression, pour ma part, moi, de faire du cinéma contre Rohmer ou Godard. Le cinéma de papa, peut-être certains de nos auditeurs ne savent pas cette période, parce que le cinéma de la Nouvelle Vague prend énormément de place dans l'histoire du cinéma français, au détriment quand même de tout ce qu'on a fait avant les années 60. Le cinéma de papa, c'est quand même beaucoup de réalisateurs très connus, que ce soit Marcel Carné, Renoir et plein d'autres, bien sûr, de très grands réalisateurs, de très grands films, avec notamment des acteurs à gueule, des Michel Simon, des Jean Gabin, qui ont perduré jusqu'aux années 60, et même encore, qui ont, même après, même au moment de la Nouvelle Vague, ont continué à faire des films, on va dire, jusqu'aux années 70. Le cinéma de papa, en fait, qu'on appelle un cinéma de papa, c'est un mot un peu presque péjoratif qui a été amené avec Truffaut et la Nouvelle Vague. Le cinéma de papa, c'est ce qu'on appelait aussi le cinéma de qualité française. C'est un cinéma qui prend ses origines dans les années 30 avec le réalisme poétique, donc avec l'arrivée de tous ces metteurs en scène. Donc tu parlais de Renoir, tu parlais de Carné, on peut aussi citer Grémillon, René Clair, Duvivier, tout à fait, tous ces cinéastes. Et puis l'arrivée aussi d'Allégret, de cinéastes comme ça, un René Clément, après la guerre. C'était un cinéma qui racontait beaucoup d'histoires, on appelle des histoires de personnages, avec des personnages très forts, des acteurs qui étaient liés à ça. Donc on pouvait commencer avec Louis Jouvet dans les années 30, et après il y a eu Gabin, il y a eu des actrices comme Darieux, Michel Morgan, Micheline Prel et compagnie, Gérard Philippe. Et ce cinéma-là était un cinéma de grande qualité, avec une grande esthétique, et le paroxysme de cinéma de papa que dénonçait beaucoup la Nouvelle Vague, notamment Truffaut, c'était René Clément. Et d'ailleurs, je vous invite à tous à regarder ce que disait Tavernier, la série de documentaires qu'il a fait, où il parle très bien de tout ça. Mais justement, on a qualifié du cinéma de Bertrand Tavernier de cinéma du milieu, entre la Nouvelle Vague et on le qualifie comme ça, mais il n'a pas été vraiment qualifié de tel. Mais c'est quand même intéressant de le dire, justement, de peut-être annoncer quelque chose qui est quand même très intéressant. Et justement, à la fois ce cinéma classique, qui dans sa mise en scène, surtout dans le scénario, sa manière de construire des personnages très forts, et à la fois aussi dans son esthétisme. C'est-à-dire que dans son esthétisme, je trouve que Bertrand Tavernier a vraiment ces codes vraiment du réalisme poétique français, justement de cette période-là, où justement il sait bien placer sa caméra, mais avec une pointe de modernisme qui a amené la Nouvelle Vague, justement avec un certain dynamisme du cut qui a apporté la Nouvelle Vague, et justement qui a ramené ce rythme, et ça se voit notamment dans beaucoup de ses films, parce qu'il y a toujours ces moments très taverniens, on va dire, justement, où ça monte, et là il y a toutes ces périodes très cut, justement, qui rajoutent du rythme, et vraiment permet aux personnages, justement, d'exploser pleinement. Et ça vous propulse à la page suivante. Vous pouvez pas faire autrement. Et là, plaf, sur toute la page, vous voyez une fusée. Gigantesque. Rouge et blanche. 200 mètres de haut. Et ben nous, on fait pareil. Tac, 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 discours, les gens écoutent. Tac, 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 prise de position. Les gens s'envolent, prennent de la hauteur et tac, les gens se retrouvent face au monde. Tout à fait. Ce qui est intéressant avec Tavernier aussi, c'est qu'il ne s'est pas enfermé dans ses références, il ne s'est pas attaché à une école ou à un style. Son cinéma est en fait très libre, on ne peut pas vraiment le rattacher à Nouvelle Vague purement, ou au cinéma de papa. Le meilleur exemple, c'est un film comme Coup de torchon, un de ses premiers films. C'est filmé, il n'y a pas de steadicam, c'est tout filmé à l'épaule. Il y a énormément de rythme, l'esthétique fait obligatoirement penser à cette esthétique Nouvelle Vague. Et on peut le comparer avec un autre film tout à fait différent, comme La Princesse de Montpensier, qui est extrêmement classique, extrêmement académique, ou même un film comme La Fille de D'Artagnan, qui est un pur ligné du cinéma populaire français, qui nous rappelle un peu le cinéma d'André Bell ou autre, KPDP. C'est-à-dire, il n'avait pas peur de tout mélanger. C'est un coup, il pouvait nous sortir effectivement une esthétique très, très cinéma classique académique, et puis d'un coup, comme un coup de torchon, on est dans une liberté, une caméra extrêmement libre, comme on pouvait avoir dans les films de la Nouvelle Vague. Et c'est en ça où il faisait un cinéma un peu du milieu très intéressant.
Et justement, c'est peut-être ça parmi ces réalisateurs, pourtant qui ont fait des films dans les années 70, 80, 90, jusqu'en 2013. Et pourtant, ces films sont, comparés à beaucoup de films, on va dire, nouvelle vague, post-nouvelle vague, d'une modernité très intéressante. Je pense notamment même son dernier film, Le Quai des Orsay, justement, Le Quai d'Orsay, qui est très rythmé, qui a quand même ces personnages ultra vivants dans le cadre, et qui fait que ça vieillit pas. Que comparé à beaucoup de films français qui sortaient dans ces années-là, c'était un cinéma qui est toujours du mouvement et qui a toujours cette dynamique. C'est un cinéaste du mouvement. C'est un cinéaste musical. D'ailleurs, il a une passion pour le jazz. Je pense que tu en parleras après. C'est rythmé en permanence. On n'est pas dans un cinéma pictural où on voudrait reconstituer des tableaux à l'image en permanence. Lui, non, c'est très musical, c'est en mouvement, ça bouge tout le temps. Et ça va aussi dans sa direction d'acteur. Il s'adapte en permanence à ses acteurs. Tavernier faisait partie de ces metteurs en scène, par exemple, qui ne storyboardaient jamais. Pour lui, il avait besoin de cette liberté au tournage. Il arrivait, il avait des idées, mais il préparait son découpage sur le plateau. Et par contre, il prenait vraiment il est très minutieux sur la préparation du film, et c'était de cette préparation qui permettait d'avoir une énorme liberté quand il arrivait sur le plateau, sur le tournage, et il pouvait très bien changer complètement ou adapter des idées, notamment avec ses acteurs. Mais justement, tu parles justement de cette liberté. Moi, c'est peut-être le cinéaste qui s'en rapproche le plus. En plus, ils étaient amis dans la vraie vie. Il s'agit de Martin Scorsese, dont ils se sont connus autour de Minuit, qui était un film justement, je crois, de mémoire sur la musique. Et donc du coup, on continue sur cette idée justement de modernité qu'amenait Tavernier. Ce film, c'était un film franco-américain, qui avait quand même des financements américains. Il a pu tourner aux États-Unis, et c'est là-dessus qu'ils se sont rencontrés avec Martin Scorsese. Et quelque part, je pense qu'ils avaient tous les deux cette passion du cinéma, ce cinéma, on va dire, historique. C'est-à-dire, par exemple, tous les deux, c'est pas pour rien qu'ils ont pu remettre à jour des réalisateurs qui étaient totalement passés à l'oubli dans les années 80, 90, voire même jusqu'à 2000. Je pense notamment à pour moi, ce qui est peut-être un des plus grands réalisateurs anglais, qui est Michael Powell, Les Chaussons Rouges, Le Voyeur qui est dans les années 60, était extrêmement décrié. C'était un des premiers films de psycho-killer. Et Bertrand Tavernier, dans les années 80-90, avec l'appui de Scorsese, ont pu, on va dire, lancer ces premiers pas de cinéma du patrimoine, ce qui n'était absolument pas le cas il y a encore 20 ans. Complètement. Il y a un autre point qu'on n'a pas encore trop abordé dans le cinéma de Tavernier, c'est les histoires qu'il raconte. C'est-à-dire, on est aussi dans un cinéma très politique, de gauche, bien entendu, mais sans pour autant être dans le militantisme. C'est un peu un cinéaste qu'on pourrait aussi qualifier d'humaniste, très, très porté sur l'homme et l'humain. C'est un cinéma politique qui traitait de thèmes de la société. Je pense à L627, je pense à des films, même Coup de torchon, on parlait tout à l'heure de Coup de torchon, je veux dire, la critique du colonialisme et de ces gens-là de l'époque est quand même assez important. Je pense aussi à un film magnifique avec Romy Schneider qui s'appelle La mort en direct, qui est quand même un petit peu novateur pour l'époque. T'en penses quoi, toi, de ce cinéaste, de ce cinéma politique qui n'est pas pour autant un cinéma militant, au sens... c'est pas un cinéma qui a des revendications politiques fortes, mais quand même... Qu'en penses-tu, toi ? Moi, je trouve que c'est un cinéma politique parce que c'est surtout qu'il a un œil sur, on va dire, pour moi, toutes les classes de la société. C'est-à-dire, tant, on va dire, les classes plus populaires que les élites. Les élites, souvent, sont mis en avant dans ses films. Par exemple, c'était le cas sur Quai d'Orsay, et sur, peut-être pour moi, c'est un de ses meilleurs films qui est Que la fête commence, oui, bien sûr, qui parle clairement de ça, et des entre guillemets, des névroses de la haute société, et justement de leurs idées, on va dire, entre guillemets, un peu plus malsaines. Mais justement, même s'ils ont une certaine façon d'être, il n'oublie jamais l'humain qu'il y a derrière, et justement, c'est-à-dire que même si des élites, c'est des gens qui sont bourrés de défauts, mais aussi qui ont quand même certains fonds. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais pleinement décider, c'est pas caricatural au point de dire c'est des méchants d'une élite, comme par exemple le faisait d'un film qui, pour moi, que je trouvais totalement ridicule, qui était Joker, par exemple.
sorti il y a quelques années, j'en profite toujours pour mettre un petit tag de Joker, je pense que d'habitude, j'ai vraiment haï ce film. Mais par exemple, avec La Fête commence, je trouve ça très beau, parce que ça date quand même de 75. Et ce film, pourtant, je trouve, est toujours très moderne dans sa mise en scène, mais aussi dans sa vision des personnages, où les élites sont ce qu'ils sont, mais justement qu'à un moment, il y aura toujours un coup de bâton qui va revenir, on va dire, des classes populaires. Et c'est ça, c'est-à-dire, même d'en haut, les classes populaires ne sont jamais oubliées. C'est-à-dire qu'elles sont toujours autour, et même dans Quai d'Orsay, quand les ministres parlent, c'est ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils n'oublient pas cette notion de peuple. Complètement, c'est ça on disait, c'est un cinéaste de gauche, une vraie gauche. Ce qui est aussi assez intéressant avec Tavernier, lui-même le disait, il adore s'intéresser à des sujets qu'il ne connaît pas. Et ces films lui permettaient de découvrir des choses qu'il ignorait, qui n'étaient pas de sa vie de tous les jours. Et ça, je trouve que ça dit aussi quelque chose du cinéma. On pourrait peut-être parler par rapport au cinéma d'aujourd'hui, c'est-à-dire de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à ce qu'on ne connaît pas, de s'intéresser à ce qui est différent de nous. C'est en ça on parle d'une forme d'humanisme dans son cinéma, c'est-à-dire de faire des films sur tous les sujets, et autant sur des gens différents de lui, et alors notamment, on nous parle de cinéma, Astre qui parle des femmes, de Tavernier. Grand casting de femmes. Grand casting de femmes, et c'était quelqu'un qui avait une vision extrêmement féministe, extrêmement tendre sur des personnages féminins. Et des personnages féminins surtout qui avaient leur caractère. Pour moi, ça me rappelle certains réalisateurs, on va dire, italiens qui avaient des personnages de femmes très fortes, justement, mais qui vivaient avec leur monde. Et je pense surtout à La Princesse de Montpensier, justement, qui est une femme qui est entourée d'hommes, avec des hommes qui sont l'acquis de pouvoir pour essayer de la conquérir et pouvoir, eux, monter dans l'échelle sociale de l'époque. Mais c'était une femme qui laissait ses choix, et justement qui s'affirmait. Et ça, je trouvais que c'était un très beau rôle, justement, qui donnait vraiment du cachet au personnage. Alors que dans beaucoup de films, notamment français, où la femme est toujours misérable, elle est entourée de salauds, mais elle ne va pas s'affirmer. Alors que dans les films de Tavernier, elle s'affirme et elles ont du caractère. C'est-à-dire, même si elles vont se prendre plein la gueule, elles se relèvent et elles vont quand même aller de l'avant. Là où dans beaucoup de films français, c'est elles restent à terre et ne vont pas tenter avant peut-être des fois 3 quarts d'heure de film, de tenter d'avancer. Complètement, et je pense que le meilleur exemple pour parler de la vision de la femme chez Tavernier, c'est un film c'est un film dans son œuvre cinématographique un peu mineur, parce que c'est du KPDP, mais c'est quand même La fille de D'Artagnan. Alors, on peut penser ce qu'on veut du film, que c'est un cinéma très à l'ancienne, très, très cinéma B presque. On peut critiquer tout ce qu'on veut sur ce film, mais quand même le personnage de Sophie Marceau et la façon dont il la filme, dont son caractère est quand même extrêmement en avance. Je veux dire, c'est tout ce que tu disais. Une jeune femme aujourd'hui qui voudrait s'identifier à un personnage féminin, c'est vrai que Sophie Marceau, dans La fille de D'Artagnan, c'est très novateur. C'est très novateur, et en effet, elle a un caractère très fort, et à la fin, elle gagne toujours, quoi. Souvent, les femmes gagnent toujours, même dans La Princesse de Montpensier, elle gagne au final. Elle affirme ses choix et elle va jusqu'au bout de ses idées. Gabin a été indissociable de Renoir, de Duvivier, de Prévert, qui à l'époque ont imposé des personnages qui n'étaient pas courants. Vraiment, j'ai l'impression de voir un autre type de cinéma. Je sens qu'il y a quelque chose d'extraordinairement français. Une seule chose est importante, de faire un pas, même si c'est un tout petit pas. Moi, ce que j'ai de bien, c'est mon gauche. On a vu le réalisateur, mais maintenant, il faut voir aussi le cinéphile. Le cinéphile amoureux, admiratif du cinéma. On en a plus ou moins parlé, notamment avec le cas que j'ai cité de Michael Powell. Et ce qui est extraordinaire chez Tavernier, c'est que ça fait partie de ces très très rares metteurs en scène où on se rappellera de lui autant pour les films qu'il a fait que les films qu'il a soutenus et valorisés. Il a une importance énorme dans la préservation du patrimoine du cinéma français. Et je pense on va peut-être
maintenant parler de ces films documentaires sur le cinéma français qui sont des petits bijoux. Qui sont des chefs-d'œuvre en soi, et justement, je pense que pour une personne qui connaît pas le cinéma français, je pense notamment les plus jeunes, qui ont une vision du cinéma français, on va dire, un peu bridée, film d'auteur, en noir et blanc, pour eux, c'est un cinéma qui leur parle pas forcément. Alors que je pense que on leur montre ces documentaires, notamment de Bertrand Tavernier, il a cette capacité, avec sa passion, de vendre ses films de manière très intéressante. Et je pense que il y a très peu de réalisateurs qui ont cette passion à ce point-là, et surtout qui t'arrivent à te les amener au plus loin et t'expliquer à la fois de manière historique et de recontextualiser que le cinéma français était un cinéma important. Complètement. Il a dit une phrase très très belle il y a quelques années en interview où il disait « Oui, ça me plaît d'admirer ». C'est-à-dire qu'il avait une admiration tellement folle pour tous ces grands cinéastes depuis le début de l'histoire du cinéma français. Il en parlait avec une telle passion que cette passion se transmettait et il nous amène nous-mêmes une passion folle pour ces cinéastes-là. C'est qu'il n'était pas dupe sur ces metteurs en scène, et puis il pouvait à la fois parler de leur paradoxe et sur Lara par exemple, sur le rapport aux femmes dans le cinéma de Lara, sur comment un cinéaste a pu comme ça s'en prendre aussi violemment à Simone Veil et à finir au Front National, et en même temps réaliser à une époque des films extrêmement novateur et même pro-avortement dans les années 60, quoi. Il avait cette capacité de ne pas trier en disant il y a les bons cinéastes, il y a les mauvais cinéastes. Il pouvait toujours tirer ne serait-ce qu'une séquence, ne serait-ce qu'un plan d'un film, en dire ça dans ce film c'est bien et c'est pour ça qu'il faut qu'on voit ce film, pour ce plan, pour cette séquence. Et ça c'était très intéressant. Et il dépassait cette espèce de clivage entre la nouvelle vague et ce cinéma classique académique dit de cinéma de papa, quoi. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a quand même une carrière quand même ultra impressionnante. Et quand je dis impressionnante, c'est qu'il faisait quand même en moyenne un film tous les 3-4 ans. Il arrivait quand même à avoir cette productivité incroyable. En plus, sachant qu'il était beaucoup sur ses scénarios, il a quand même amené beaucoup de choses au cinéma français, et je pense qu'à l'avenir, qu'il y aura des rétrospectives Bertrand Tavernier, on verra, je pense, son œuvre, je pense pour l'instant c'est encore un peu tôt, mais je pense d'ici quelques années, il y aura vraiment une mise en avant de son cinéma qui était très important dans le cinéma français. Oui, je pense qu'il a été novateur en fait sur plusieurs points, c'est-à-dire ce qu'on disait sur cette espèce de cinéma d'entre-deux où il se nourrissait de tout, aussi bien de la nouvelle vague que du cinéma étranger, que du cinéma de papa. C'est-à-dire que ce cinéma-là, c'est aussi un cinéma d'avenir. On a tellement, notamment dans le cinéma français, on est allé tellement loin dans le cinéma d'auteur, naissant de cette nouvelle vague, et en même temps tellement loin dans la comédie pure, pas forcément très intéressante, cinéma très populaire, un peu vide dans le cinéma français, on est en train un peu de faire les fonds de tiroir, et que ce cinéma où on pourrait se nourrir d'un peu tout ça, c'est aussi l'avenir, notamment pour les jeunes générations de cinéastes, quoi. C'est des cinémas un peu hybrides, des cinémas d'un peu tous les genres, et Tavernier, effectivement, était un peu précurseur là-dedans aussi. Il y a des films qui sont plus froids, plus analytiques, que je trouve aussi admirables. Mais j'ai, dans les cinéastes dont j'ai envie de parler, c'est ce que j'ai envie de mettre en avant. Pour certains d'entre eux, pour Max Ophuls, pour Grémillon, comme pour certains cinéastes qu'on a un peu oubliés à certains moments, qui ont été oubliés pendant de longues années, comme Raymond Bernard ou voire Henri Calef. Du coup, Wiza, j'ai une question justement très intéressante pour finir ce podcast. Ouais. Si tu devais conseiller à nos auditeurs, quel film de Tavernier pour commencer sa filmographie ? Quel film tu choisirais ? Quel film je choisirais ? Quel film, ça c'est difficile. Moi je pense que Coup de torchon est indispensable. Il est indispensable notamment par rapport à la vision du colonialisme de l'époque. Et qu'il est extrêmement moderne. La mort en direct, on en parle moins. Mais je pense que c'est un film majeur de son cinéma. L'horloge de Saint-Paul, bien entendu. Le juge et l'assassin. Et Quai d'Orsay.
Ça fait déjà beaucoup. Ça fait beaucoup de films pour c'est... commencer. Je pense que les auditeurs ont de très bons films à voir. Capitaine Conan aussi. Et je conseille surtout vraiment aux gens de regarder le travail qu'il a fait de documentaire. Alors son film sur voyage à travers le cinéma français, mais aussi sa série sur l'histoire des cinéastes français. Et là, c'est formidable parce qu'il parle de cinéastes que je suis sûre vous ne connaissez absolument pas, et de cinéastes plus anciens aussi, comme Autant Lara, comme Clément, comme Becker, comme Renoir, Duvivier et Grémillon. Tout à fait. Moi, personnellement, je vais conseiller peut-être un de ses films, je pense, les moins connus de sa filmographie. Ça m'étonne pas de toi. Mississippi Blues. On parlait qu'il était un grand fan de musique, de blues, de jazz, et c'est un film que je trouve très prenant, qui est d'une poésie, je trouve, sans nom. C'est peut-être pour moi un de ces films vraiment extraordinaires d'une filmographie. Et après, à côté, si je devais en conseiller un peu plus énervé, ça serait que la fête commence, film qui a permis de vraiment se lancer pleinement dans la carrière de réalisateur, même s'il avait fait L'Horloger de Saint-Paul qui avait plutôt bien marché, que La Fête commence, ça a été son film entre guillemets explosion de carrière. C'est le film qui l'a fait exploser, propulser, connaître aux yeux du public. On peut se poser cette question. Cinéaste populaire, Tavernier, qu'est-ce qu'on appelle cinéaste populaire pour toi ? Ça, c'est une bonne question qui lui aurait plu, je pense. Cinéaste populaire, je dirais, c'est un cinéaste qui... C'est pas forcément un cinéaste qui fait le plus d'entrées, parce que sinon Danny Boone serait le cinéaste le plus populaire de l'histoire française, mais je pense que c'est un populaire dans le sens... Qui parlait à tout le monde. Qui parlait à tout le monde, et surtout qui est d'une universalité qui fait que ces films resteront, et que je pense que, je prenais l'exemple de Danny Boone, mais je pense pas que la Cinémathèque française fera une rétrospective Danny Boone, mais une rétrospective Bertrand Tavernier pour le plus grand plaisir des spectateurs, des cinéphiles et de tous les réalisateurs en herbe, qui doivent connaître ce cinéma. Je pense que dans peut-être 40 ans, il y aura une rétrospective d'Danny Boone. Les gens s'intéresseront à lui, j'en suis sûr. Donc c'est sur ces mots que nous allons finir ce podcast. On se retrouve prochainement pour un nouveau podcast. Merci Wiza pour ta présence. Je t'en prie, merci à toi de m'avoir invité. Et je vous dis donc à la prochaine, genre spectateur, et surtout... allez voir des films, c'est très important. Ciao. Ciao. Je crois que c'est pas du tout une crise de talent. Je crois que la crise, elle est dans le système économique. Elle est dans les pressions de l'argent, dans la pression du pognon à l'heure actuelle. Hein. Je veux dire, c'est épouvantable. Hein, à la fois, bon, c'est sur un metteur en scène, ça agit de manière très très forte sur un metteur en scène, et ça rejaillit sur le film. Quand vous savez que vous êtes condamné au succès, quand vous savez que vous devez faire un nombre X d'entrées pour vous en sortir, que sinon, vous avez peut-être aucune chance de travailler pendant un bout de temps. J'estime qu'il y a là quelque chose de terrible, et c'est renforcé, c'est l'équivalent de la politique du sondage à la télé. Pour moi, c'est là la pire censure, ça, c'est quelque chose d'épouvantable. Il y a un star system avec 4 vedettes, et c'est tout 4 stars. Oui, enfin, peut-être un petit peu plus, mais quand même.